Bien le bonjour et re-bienvenue sur ma chaîne Écrit-Histoire, une chaîne où on parle d'écriture et d'histoire. Aujourd'hui, je vous arrive avec une capsule historique dans laquelle je parlerai de l'hécatombe des fous. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à le découvrir maintenant. L'hécatombe des fous, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la mort de milliers de malades mentaux dans les asiles psychiatriques de France pendant l'occupation allemande. Les historiens estiment qu'il y aurait entre 40 000 et 45 000 malades mentaux qui seraient morts de faim dans les asiles durant cette période. Je vous propose de faire un survol de cet événement historique tragique. Contrairement à ce qu'on pourrait le croire, on a toujours soigné les fous. Depuis l'Antiquité, on a appliqué toutes sortes de médecines à la folie, que ce soit plus spirituel comme les pèlerinages, que ce soit des médecines plus physiques comme les contentions, ou encore plus chimiques comme les substances psychotropes. C'est à travers cette recherche de soins à appliquer aux fous qu'on en est venu à institutionnaliser le traitement de la folie, de l'aliénation mentale. Le fou de l'Antiquité est donc devenu l'insensé du Moyen Âge, puis l'aliéné du 19e siècle et finalement le malade mental du 20e siècle, non plus soigné par l'aliéniste mais par le psychiatre. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, les hôpitaux psychiatriques de France sont régis par la loi du 30 juin 1838 qui a fait l'établissement d'un asile psychiatrique dans chacun des départements de France. La plupart des asiles sont construits de la même façon. Ils sont généralement coupés en deux pour séparer les hommes et les femmes. Et il compte plusieurs pavillons où on retrouve les malades qui sont dispersés selon leur affliction, selon leur niveau d'agitation. Par exemple, on peut avoir des pavillons d'agités, de semi-agités, de tranquilles, de gâteux, de paralytiques généraux, de chroniques, etc. Plusieurs asiles en zone rurale comptent une ferme et des champs qui sont entretenus par des malades qui sont capables de travailler. Depuis 1937, les asiles psychiatriques ne se dénomment plus asiles, mais bien hôpitaux, et c'est toujours dans un désir de médicaliser la psychiatrie. À cette époque, les conditions de vie des malades dans les hôpitaux psychiatriques sont exécrables. Les bâtiments sont vétustes, ils sont petits, ils sont minés par l'encombrement des patients qui s'y entassent dans des conditions épouvantables. Les séjours y sont très longs, parfois même à vie, ce qui chronicise les patients, d'autant que les neuroleptiques n'existent pas encore. Il y a très peu d'activités pour les malades qui errent dans les salles de séjour, qui tournent en rond à fumer leurs cigarettes, ne sachant pas trop quoi faire. Même si l'asile, dénommé maintenant hôpital psychiatrique, se veut de plus en plus médicalisé, en vérité, très peu de médecines sont pratiquées à l'asile, très peu de patients peuvent bénéficier des traitements. Les psychiatres sont responsables de plusieurs centaines de patients, ce qui fait que les visites du médecin sont très rares dans les pavillons. En septembre 1939, éclate le deuxième conflit mondial qu'on connaît aujourd'hui comme étant la Deuxième Guerre mondiale. À partir de juin 1940, la France se retrouve occupée par l'Allemagne. Aussitôt, l'occupant allemand réquisitionne toutes les ressources de la France et peu à peu le rationnement s'impose. C'est ainsi que les cartes de rationnement voient le jour. Elles sont attribuées selon le sexe, l'occupation et l'âge de la personne.
Des tickets sont nécessaires pour l'achat de produits alimentaires et non alimentaires et sont distribués en fonction des cartes de rationnement. Rapidement, plusieurs produits de première nécessité viennent à manquer, notamment à cause du blocus des États-Unis envers l'Europe, mais aussi à cause des arrêts des échanges commerciaux entre les pays étrangers et les colonies. Bientôt, le café est remplacé par la chicorée et le sucre par la saccharine. Les malades mentaux étant considérés comme des adultes oisifs, ils se voient attribuer la carte A. La carte A pour adultes de 21 à 70 ans. Or, la carte A est parmi les cartes qui donnent le moins de calories. On dit même qu'elle ne donne pas assez de calories pour la survie. Comme les malades ne sont pas des travailleurs, ils ne peuvent pas toucher les rations supplémentaires qui pourraient les aider à maintenir une alimentation plus saine. Beaucoup des malades sont considérés comme des vieillards et reçoivent la carte V, la carte pour les personnes de plus de 70 ans. Cette carte, un peu comme la carte A, ne donne que très peu de calories. Les malades qui mangeaient en général entre 2500 calories et 3000 calories se retrouvent avec un peu moins de 1500 calories. Et ces doses vont être réduites au fur et à mesure que le ravitaillement sera de plus en plus difficile. Les malades se retrouvant avec une base quotidienne de calories beaucoup plus basse qu'à l'habitude, leur comportement change drastiquement au fil des mois. En témoigne cet extrait du registre d'un médecin de l'époque. Aux heures des repas, les malades guettent l'arrivée des chariots. Le passage des marmites s'effectue au milieu de demandes empressées, de lamentations et de récriminations. On compare d'un coup d'œil les morceaux de pain, le contenu des assiettes, et chacun se plaint d'être plus mal servi que ses voisins. Le respect de la propriété s'évanouit et les infirmiers doivent intervenir pour que les plus faibles ne soient pas dépouillés de leur part. Il faut enfermer dans les chambres certains malades trop avides. Les aliments sont saisis à pleine main, à pleine bouche, plus de fragmentation, plus de mastication, ou au contraire, un malade dégustant sa soupe avec une cuillère à café et qui explique « c'est pour que ça dure plus longtemps » et pour en avoir mieux le goût. À l'asile, c'est donc la famine qui s'installe. Les délires des malades sont complètement orientés vers la nourriture. On remarque que certains persécutés sont convaincus de se voir voler leur nourriture par leurs camarades, par tous les gens qui les entourent. Certains autres malades qui étaient catatoniques en viennent à sortir de leur catatonie pour demander du riz, pour demander du pain, pour demander à manger. Tous les rêves des malades et toutes leurs terreurs nocturnes sont complètement orientés vers le désir de s'alimenter, de rompre avec cette famille qui leur gruge le corps et l'estomac. Devant ces difficultés, plusieurs malades vont trouver des stratégies pour se réalimenter. Certains qui sont de corvée et qui doivent éplucher les pommes de terre ou les fruits vont se mettre à manger les épluches. Certains autres qui vont se rendre dans la cour pour une petite balade vont se mettre à manger les feuilles, les trèfles, les pissenlits et même les écorces des arbres. Dans plusieurs asiles psychiatriques, les psychiatres vont se rendre compte qu'il y a une recrudescence des patients qui mangent leurs excréments et qui boivent leur urine. Certains patients iront même jusqu'à se ronger les doigts, jusqu'à se manger la chair autour des poignets. Dans un asile, on va même assister à une association de malades qui repéreront un chat, qui se mettront ensemble pour le tuer et le dépecer et on ne retrouvera que la peau. Si les réactions psychiques des malades seront les premières à venir, les réactions physiques ne mettront pas longtemps avant de survenir. On remarquera notamment des diarrhées dues à la grande ingestion de topinambour et de rutabaga qui sont à peu près les seuls produits que les malades peuvent encore manger en quantité, disons, illimitée. Je pèse mes mots. On verra des œdèmes dans les parties basses du corps, notamment les jambes, une peau grise, des joues décharnées et des corps squelettiques, même cadavériques. Les malades seront complètement froids, complètement gelés et il sera presque impossible de les réchauffer. Et je m'appuie une nouvelle fois sur le registre du médecin de l'époque pour vous en faire part. Le refroidissement est tel qu'il est impossible de réchauffer le malade.
Même en l'entourant de bouillotte, on ne parvient par aucun moyen à ranimer la circulation périphérique. La peau est terne, pâle, véritable peau de cadavre. L'aspect du malade est celui d'un mort vivant. On pourrait presque le croire mort si on ne sentait le pouls battre régulièrement, quoique faiblement et lentement. Mais pourquoi les malades mentaux internés dans les asiles psychiatriques de France ont-ils été si durement touchés par la famine durant l'occupation? Étant enfermés et constamment surveillés, ne pouvant pas sortir, les malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques n'avaient pas la possibilité, comme leurs concitoyens des villages et des villes, de partir à la recherche de calories supplémentaires. Ils ne pouvaient pas, avec leurs voisins, s'échanger des produits, des victuailles, afin d'augmenter leur ration calorique. Également, leur maladie les rendait fort peu aptes à la survie, du moins pour certains d'entre eux. Par exemple, un délirant chronique qui ne se rend pas compte de l'importance de consommer ses calories et qui ne réagit pas lorsque son voisin de table lui vole sa ration. On peut aussi citer les fameuses alités qui ne peuvent pas non plus réagir si un voisin leur vole leur ration, tout simplement parce qu'ils sont alités. Pour certains malades, on note également que leur affection a joué un grand rôle. Par exemple, pour les agités qui avaient une agitation presque constante et qui dépensaient beaucoup plus de calories parce qu'ils bougeaient incessamment, eh bien, ils n'avaient pas plus de calories que leurs camarades et donc ils étaient désavantagés. Une certaine part des malades qui étaient internés étaient isolés, n'avaient plus de famille. D'autres encore ont été abandonnés. Or, on sait que les familles représentaient une source de vivres et de victuailles potentielles et très avantageuses pour ceux qui pouvaient en bénéficier, car on sait que certaines familles ont envoyé des colis à leurs malades internés, à leurs proches, afin que celui-ci puisse bénéficier de plus de calories. Il faut également rappeler que la majeure partie des malades internés n'étaient pas des travailleurs et ne pouvaient pas bénéficier de plus de calories. Il n'y a que les malades qui travaillaient sur la ferme qui pouvaient en avoir une certaine quantité. Il ne faut pas oublier non plus que beaucoup étaient des vieillards, ils étaient très âgés et on sait que dans une situation de crise, surtout lorsque les calories sont coupées, on sait que ces personnes, les personnes âgées, les vieillards, sont beaucoup plus susceptibles de succomber. Finalement, les établissements, les médecins directeurs avaient bien peu de manœuvres pour apporter à leurs patients plus de calories. Certaines lourdeurs bureaucratiques et hiérarchiques empêchaient qu'on puisse prendre des décisions rapidement, mais également la loi n'était pas derrière eux, car le ravitaillement s'appliquait à eux comme à toute la société. Même si plusieurs asiles possédaient des fermes, possédaient des champs, ils ne pouvaient donc pas utiliser les récoltes qu'ils faisaient pour nourrir leurs malades, car ils étaient soumis au ravitaillement. Quant à l'achat en lot, eh bien, ce n'était plus possible. Et donc, c'était beaucoup plus dispendieux pour les établissements d'acheter des victuailles. Des aspects positifs pour l'hécatombe, sérieusement? Oui, sérieusement. On peut dire que les malades qui sont décédés pendant cette période, eh bien, on peut dire qu'ils ne sont pas morts pour rien, ils ne sont pas morts en vain. Si la guerre a créé des circonstances tragiques, elle a également engendré des circonstances que l'on pourrait qualifier de positives. Par exemple, certaines familles ont décidé de garder leurs proches malades à la maison plutôt que de l'envoyer à l'asile. Ces malades se sont montrés capables de vivre chez eux et ont évité de se retrouver à l'asile pendant de longues années, peut-être même pour le reste de leur vie. Les conditions de la guerre ont également permis à des malades dont l'État ne justifiait plus l'internement de sortir de l'asile et de réintégrer le marché du travail. Il y avait une grande pénurie de main-d'œuvre et ces malades ont pu combler les postes qu'il y avait à
comblés. Du coup, des malades que l'on croyait incapables de travailler, incapables de réintégrer la société, ont démontré tout le contraire. Plusieurs d'entre eux d'ailleurs sont restés hors les murs après la guerre. Dans le chaos, plusieurs malades se sont retrouvés bien malgré eux hors les murs. C'est-à-dire que plusieurs asiles ont été envahis, le chaos s'est mis dans la boîte et plein de malades se sont échappés. On se rend compte que certains de ces malades ont réussi à vivre dans la société, à se débrouiller, à se trouver un métier, à réintégrer leur famille. Même si certains autres sont retournés à l'asile, un certain nombre s'en sont libérés et ont démontré leur capacité à vivre dans la société. Et tous ces faits ont amené les psychiatres à revoir leur façon de faire, à revoir leur méthode, à repenser l'asile psychiatrique. Cela a mené à une refonte psychiatrique et à l'introduction de nouvelles méthodes comme par exemple les soins extra-hospitaliers mais également les séjours beaucoup plus courts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, les gens qui souffrent de maladies mentales sont très peu hospitalisés, la plupart ne passent même pas par l'hôpital, mais également ceux qui le sont sur des séjours très courts et qui sont limités aux périodes de crise. Certes, la refonte psychiatrique fait partie des revendications qui étaient présentes depuis les années 30, mais on peut dire qu'au moins cet événement tragique aura fait réveiller les consciences et c'est quand même louable. Aujourd'hui, la majeure partie des historiens s'accordent pour dire que l'hécatombe des fous ne fut pas l'extermination douce décrite par Max Lafon dans sa thèse de médecine de 1981. Le gouvernement de Vichy n'a donc pas été mêlé à une sorte de seconde action T4 qui, en Allemagne, entre 1939 et 1941, a fait plus de 70 000 victimes des malades mentaux décimés dans le seul but eugéniste d'une épuration de la race. Ce qui est arrivé est bien arrivé et c'est tragique, c'est déplorable. Mais ce n'était pas voulu, ce n'était pas la volonté des gouvernements, des institutions et des psychiatres et c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Durant toute l'occupation, les psychiatres se sont démenés pour faire entendre les besoins criants de leurs malades. Or, la détresse alimentaire et la famine touchaient déjà les autres classes sociales, les autres couches sociales et leurs revendications ont semblé trop exigeantes, du moins dans un premier temps. La survie des malades mentaux n'est pas apparue comme prioritaire dans l'esprit des gens qui, sans être gagnés aux idées eugénistes, considéraient les malades psychiatriques comme des non-valeurs sociales. Heureusement, ces pensées ne l'ont pas emporté sur l'argument humaniste qui veut que l'on protège les plus faibles de la société, peu importe les circonstances. Ainsi, le 4 décembre 1942, le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement accorde aux malades mentaux internés dans les hôpitaux psychiatriques de France des calories supplémentaires. En cas de crise, c'est toujours les plus vulnérables, les plus faibles qui sont le plus affectés. Ce fut le cas pour les malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques de France durant l'occupation. Si vous êtes du Québec, vous n'êtes pas sans savoir que la crise de la COVID-19 a créé et continue de créer de graves problèmes dans nos CHSLD, dans nos résidences pour personnes âgées. Les aînés sont parmi les plus vulnérables dans notre société et comme les malades psychiatriques de l'occupation, ils meurent par centaines. Espérons que, tout comme les victimes de l'hécatombe ont contribué de par leur mort à la refonte de l'assistance psychiatrique en France, la mort de nos personnes âgées amènera la refonte de notre système de prise en charge de nos aînés, ceux et celles qui ont bâti le Québec.
C'est ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris des choses. Personnellement, avant 2017, je n'avais jamais entendu parler de cet événement. Je n'avais jamais entendu parler de l'hécatombe des fous. Et c'est vraiment en me penchant sur l'histoire de la psychiatrie pour un de mes romans que je suis tombé là-dessus et que je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas? Du coup, c'est pourquoi j'ai décidé de faire ma première capsule historique sur ce sujet pour qu'il soit plus connu. Si jamais vous connaissiez l'hécatombe des fous avant de regarder ma vidéo, ben dites-le moi dans les commentaires, je serais vraiment intéressé de savoir ce que vous saviez puis comment vous l'avez appris, si c'était dans un livre ou dans un de vos cours, je suis vraiment curieux. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la suggérer et puis si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Il me fera plaisir d'y répondre. Alors voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé et je vous dis à la prochaine. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.